notre débat, justement initié par nos présidents Retailleau et Devinaz, pourrait paraître décalé au vu des récentes négociations qui ont été entamées. Pourtant, cette avancée diplomatique ne doit pas cacher les tensions qui restent prégnantes dans la région. Le risque d'invasion du sud de l'Arménie ne s'est pas évaporé et le sort réservé aux intérêts arméniens reste préoccupant. La préservation de la souveraineté nationale de ce petit pays du Caucase doit rester notre priorité. Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale a conduit à la mise en place collective d'instances internationales de régulation permettant en principe de favoriser, voire de garantir la résolution pacifique des conflits, y compris territoriaux. 40 ans plus tard, à la fin de la guerre froide, lorsque résonnaient les notes de Bach sur le violoncelle de Rostropovitch au checkpoint Charlie, c'était l'espoir de l'apaisement qui nous animait. Ce moment fut bref, parce que les tensions ont repris. Ces tensions, aujourd'hui, sont extrêmement douloureuses. Depuis quelques années, nous assistons à une escalade délétère. Mes chers collègues, je nous exhorte à ne pas nous y habituer. Je nous souhaite de toujours porter haut l'étendard de la paix face à une forme de fatalisme belliqueux. L'élimination ethnique, qui est, rappelons-le, la forme la plus extrême de la violence entre humains qui a eu lieu en Arménie, ne peut être tolérée. La solution monstrueuse qui a été imaginée par l'Empire ottoman doit être dénoncée. L'indolence occidentale lors du génocide arménien de 1915 doit être reconnue. C'est cela que permet aussi cette PPR. Nommer les choses, mettre en exergue un conflit qui est depuis trop longtemps souvent invisible et qui s'est transformé dans le Haut-Karabakh en épuration ethnique territoriale. On dit du peuple arménien, Madame l'ambassadrice, que je tiens à saluer, on dit du peuple arménien qu'il est résilient. Souvent, il est comparé à un phénix qui renaît de ses cendres. Cette image est vraiment sujette à caution dans la mesure où elle nous donnerait trop facilement une bonne conscience. Car lorsqu'elles ne sont pas sous les feux des médias, que la communauté internationale ne s'élève pas, les puissances belligérantes, portant souvent une vision impérialiste, peuvent avoir le sentiment que leurs actions seront exemptes de toute impunité. C'est le cas dans de trop nombreuses régions du monde. Les menaces sur Taïwan, l'instabilité politique au Yémen, par exemple, n'ont pas suscité de grands émois médiatiques. Quant à l'Ukraine, elle s'efface petit à petit de nos infos devant le nouveau conflit israélo-palestinien ou au profit de l'actualité interne. Pourtant, ce qui se passe dans notre pays est nécessairement influencé, Monsieur le Ministre, par le reste du monde et inversement. La montée des nationalismes est inquiétante. Elle favorise les revendications territoriales et l'extrémisme, qui est le vecteur naturel de la conflictualisation des relations. Dans notre pays, les tendances nationalistes sont en train de nous submerger. Ces idées mortifères ne sont plus réservées à l'extrême droite, puisque, Monsieur le Ministre, le gouvernement en reprend parfois des éléments de langage, y compris pour alimenter ses propres choix politiques, et je pense à la loi immigration. Or, à l'aube d'une élection européenne, ces phénomènes de division, de fracturation, d'attisement des tensions devraient être dénoncés par l'ensemble de l'Europe. La banalisation des phénomènes violents doit être refusée. Cela pose d'ailleurs la question de la place de nos organisations européennes, mais aussi internationales, et donc de leur capacité à peser dans la résolution pacifique des conflits de ce monde. Les élections européennes doivent être l'occasion de réaffirmer notre responsabilité en ce domaine. Notre conception du droit international doit primer sur les nouveaux rapports de force qui nous sont imposés dans une logique d'impunité. Chers collègues, je terminerai, Madame la Présidente. Mes chers collègues, le débat qui nous anime aujourd'hui ne doit avoir qu'un seul but, permettre l'avènement d'une humanité réconciliée. Aussi, permettez-moi de vous livrer la pensée de cet écrivain arménien, William Sorayan. On ne peut qu'essayer de détruire l'Arménie. On ne peut qu'essayer de détruire l'Arménie, car il suffirait que deux Arméniens se rencontrent n'importe où dans le monde pour qu'ils créent une nouvelle Arménie. Nous voterons cette résolution. La diplomatie parlementaire est précieuse. Elle permet à des élus d'échanger en toute bienveillance, de partager leurs espoirs, leurs doutes et leurs angoisses. Je crois que nous y contribuons activement avec mes collègues au sein du groupe d'amitié France-Arménie du Sénat que j'ai l'honneur de présider. Notre groupe est l'un des plus actifs de la Haute Assemblée grâce à l'engagement extraordinaire de tous ses membres que je salue. Je souhaite aussi remercier tout particulièrement le président Gérard Larcher
pour soutenir toutes nos initiatives. Je voudrais saluer l'engagement sincère et l'aide efficace du président Bruno Retailleau. J'exprime enfin ma reconnaissance aux présidentes et présidents de l'ensemble des groupes politiques du Sénat qui ont accepté de co-signer ce texte, faisant la démonstration, par cette belle unanimité, que la cause arménienne dépasse les clivages politiques. Parce que la cause arménienne renvoie à l'universel, à la défense des droits de l'homme contre le funeste projet génocidaire de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, à la défense de la démocratie contre la dictature, à la défense de l'ordre international et de la diplomatie contre l'emploi de la force et le retour des logiques de puissance. Je le disais il y a un instant, la diplomatie parlementaire a parfois une longueur d'avance sur la diplomatie officielle grâce aux liens de confiance, de fraternité qui se tissent entre les parlementaires. Grâce à ces liens, nos amis députés arméniens nous ont livré avec une grande franchise leurs réflexions sur la situation de leur pays. À plusieurs reprises, notamment en 2019, ils nous ont alertés sur le risque d'une agression militaire. Leurs craintes étaient fondées. Nous les avons relayées auprès des autorités françaises, mais elles n'ont pas toujours été entendues, en tous les cas, pas assez tôt. C'est donc avec une certaine solennité le devoir moral de témoigner du sentiment d'urgence absolue exprimé par nos collègues parlementaires arméniens que je défends cette résolution. Elle fait suite à l'offensive militaire par l'Azerbaïdjan en septembre dernier, en violation de l'accord du cessez-le-feu. En apparence, le contexte aurait évolué ces dernières semaines avec la libération de 32 prisonniers et la volonté d'afficher des deux pays de trouver une voie vers la paix. Nous soutiendrons bien sûr toute initiative allant dans ce sens d'une paix équitable et sincère. Il y a cependant pas moins l'absolue nécessité de dénoncer ce qu'ont vécu et ce que vivent encore aujourd'hui les 120 000 Arméniens d'Artsakh. Après plus de 10 mois d'un blocus qui les a privés de tout, ils ont été contraints tous de quitter leurs terres et leurs maisons. Ce que notre ancienne ministre des Affaires étrangères a qualifié d'épuration ethnique a en réalité toutes les caractéristiques d'un véritable projet génocidaire. Comme l'exode contraint n'était pas suffisant, le président Aliyev est venu piétiner leur drapeau et effacer toute trace de leur présence à Stepanakert, en détruisant le patrimoine arménien, en rebaptisant les rues du nom des auteurs du génocide de 1915, actes odieux qui nous ont glacé le sang. Aujourd'hui, souhaitant faire acter cet état de fait, acquis par la violence illégitime, l'Azerbaïdjan dit vouloir faire la paix. Cela revient à entériner l'annexion du Haut-Karabakh et l'épuration ethnique qui s'en est suivie. Nous ne pouvons nous y résoudre. C'est le sens de la résolution qui vous est présentée. Premièrement, elle condamne l'offensive militaire de septembre, condamnation dont il devrait logiquement résulter l'application d'un régime de sanctions au niveau européen et international. Deuxièmement, elle appelle à la libération immédiate des autorités politiques démocratiquement élues du Haut-Karabakh et de tous les prisonniers. Troisièmement, elle souligne l'impérieuse nécessité de garantir aux populations arméniennes du Haut-Karabakh un droit au retour en toute sécurité. Quatrièmement, la résolution alerte sur les menaces qui pèsent sur le patrimoine arménien au Haut-Karabakh. Enfin, l'Arménie doit avoir les moyens de se défendre pour prévenir toute nouvelle tentative d'agression et de violation de son intégrité territoriale. C'est tout le sens, me semble-t-il, de la coopération militaire mise en place cet automne entre nos deux pays. Ne rien lâcher, résister, malgré les menaces, les peurs et le désespoir. Alors que Missak Manouchian rentrera dans quelques semaines au Panthéon pour avoir défendu les valeurs de notre République et de la France, nous nous devons à notre tour de défendre la République d'Arménie et les valeurs démocratiques qu'elle incarne dans cette région tourmentée du Caucase, au voisinage de l'Europe. Merci à toutes et à tous de soutenir cette résolution.